Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur la télévision du futur, peut-être dans un autre cadre, toujours en ce qui concerne votre émission Entretien Plus. Entretien Plus, aujourd'hui, c'est déporté du côté de la commune d'Ovendo pour venir à la rencontre d'un homme qualifié parfois comme étant énigmatique, mais un homme politique de haut volt dans notre pays. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles, mais on retiendra son passage à la vice-présidence de la République gabonaise sous El Hadj Omar Bongo Ondimba. C'est donc M. Diop Divoum Didine qui nous reçoit chez lui ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On va parler un peu de vous parce que, comme je le disais, vous restez un personnage énigmatique, peut-être toujours renfermé, qui ne s'exprime pas toujours. Finalement, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Gabonais et à nos téléspectateurs? Qui est M. Diop Divoum Didine? Je crois que vous l'avez déjà fait, plus ou moins. À savoir qu'effectivement, j'ai eu à exercer dans ce pays un certain nombre de responsabilités. Je reviendrai là-dessus, mais je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement d'Ovendo. Et je sais que vous avez un plan de charge relativement lourd. Et puis, peut-être aussi, ce n'est pas trop tard, je le pense. Nous sommes encore le 13 janvier aujourd'hui, me permettre d'adresser tous mes vœux de santé et de paix à tous vos auditeurs, à tout le peuple gabonais, et que cette année nous apporte beaucoup de satisfaction, que ce soit une année d'exaucement des vœux pour notre nation. Pour en revenir donc à la question que vous avez posée, j'ai effectivement eu à assumer à la fois des fonctions professionnelles, des charges professionnelles. J'ai été embauché à la SCG en 1970. J'ai eu à faire là-bas un parcours jusqu'à devenir directeur général en 1974. Et de là, je suis parti de la SCG en 1981, lorsque appelé par le chef d'État pour entrer au gouvernement de la République. De 1981 à 1990, je suis resté ministre des Ressources hydrauliques dans différents gouvernements. Et en 1990, vous savez qu'il y a eu la conférence nationale, et bien entendu, à cette occasion-là, nous sommes revenus au multipartisme. Et au regard, disons, de ce qui avait été dit par les Gabonais, qui ont eu à s'exprimer très clairement sur la marche du pays, j'avais estimé que peut-être que ma place n'était pas sur le champ politique. J'ai donc décidé de me retirer, de prendre du recul par rapport aux affaires publiques. Et je suis resté comme ça pendant 3 ans avant qu'on ne revienne, des amis ne reviennent me chercher pour créer ensemble une formation politique qui s'appelle l'Alliance démocratique et républicaine, ADER, en 1993. Et c'est à partir de là que je me suis consacré essentiellement à l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national avant de me présenter aux élections législatives en 1996. L'élection législative, et ensuite l'élection locale à Mouira, ma circonscription d'origine. J'ai été élu en 1996 député de la commune de Mouira. Et j'ai eu également aux élections locales 16 conseillers sur 33, ce qui m'a permis de diriger pendant une période très éphémère la mairie de Mouira. Il faut noter qu'en 1997, pour avoir la direction, la présidence du conseil municipal de Mouira, j'ai dû effectivement, nous avons dû composer avec le président Omar Bongo, le défunt président Omar Bongo Ondimba, à la suite des négociations que nous avons menées. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons eu à diriger le conseil municipal de Mouira avec le PDG, avant que je ne sois appelé
en mai 1997 à la vice-présidence de la République, charge qui venait d'être créée dans le cadre de la modification de la Constitution. Donc voilà un peu le parcours et je suis resté auprès du le président Bongo pendant 12 ans avant de poursuivre avec la présidence intérimaire de Mme Rose Robondo à la suite du décès, comme vous le savez, du président Omar Bongo Ondimba le 8 juin 2009. Vous êtes donc resté fidèle à El Hadji Omar Bongo jusqu'au 8 juin 2009. Après un passage à vide, parce qu'il a fallu que l'on organisât ces élections présidentielles anticipées, vous avez appelé au libre choix des Gabonais. Vous revenez fin 2014 à travers une déclaration importante, pleine d'enseignements. Pourquoi ce silence et subitement cette sortie? En 2009, je crois qu'il faut remonter effectivement à cette période. En 2009, j'ai fait une déclaration le 21 juillet 2009 dans laquelle j'excluais la possibilité de me présenter à l'élection présidentielle de 2009 pour des raisons que j'ai évoquées, que j'ai rappelées dans ma déclaration du 6 décembre dernier. Il faut retenir pour l'essentiel que j'estimais que c'était une élection présidentielle qui était organisée dans des délais très courts, après pratiquement 42 ans, pendant lesquels le président Omar Bongo Ondimba a eu à présider aux destinées de notre pays. Les délais étaient très courts. Et ensuite, il y avait également une pléthore de candidatures. J'ai voulu éviter d'agiter dans la confusion. J'ai préféré ne pas me présenter à cette élection. La deuxième chose, dans la même déclaration, je refusais clairement de soutenir le président devenu, Ali Bongo Ondimba, à cette élection anticipée. Et ensuite, j'ai pris du recul depuis 2009, pour des raisons essentiellement liées, premièrement au deuil que toute la nation gabonaise a vécu à la suite du décès du président Bongo. Et ensuite, j'ai voulu me donner du temps pour avoir quand même des grilles de lecture de la situation relativement objectives. Et effectivement, pendant 5 ans, j'ai eu à observer l'évolution de notre pays à la suite de l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. À l'évidence, il faut dire que pendant ces 5 années, j'ai eu à observer donc la situation, l'évolution de la situation, et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai décidé de rompre le silence pour une raison simple. La situation du Gabon depuis 2009 me préoccupe au vu des résultats actuels. Au vu des résultats actuels de la gouvernance, depuis que le président Bongo a pris les rênes du pouvoir, la situation préoccupe bon nombre de Gabonais. Et elle devient chaque jour plus préoccupante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rompre le silence et de faire la déclaration que j'ai faite le 6 décembre dernier, dans laquelle je fais, disons, un constat sur à la fois l'évolution politique du pays, sur l'évolution économique, sur l'évolution sociale, sur l'évolution culturelle. Je crois que à ce titre-là, j'ai eu à dire ce que j'ai eu à dire à l'occasion de cette déclaration. Et je pense que même si le constat que j'ai fait n'est pas exhaustif, il est suffisamment parlant, éloquent pour justifier mon retour sur la scène politique nationale. Pourquoi avoir choisi le Front et non pas l'UFA ou l'UFC qui étaient déjà des regroupements reconnus? Qu'est-ce qui a motivé votre choix à aller rejoindre ceux qui étaient déjà au Front uni de l'opposition pour l'alternance? Il faut vous souvenir que d'abord, j'étais jusqu'au 6 décembre 2014
et depuis lors, militant de l'ADER, l'Alliance démocratique et républicaine. Militant de l'ADER, laquelle ADER, vous vous souvenez, était jusqu'à la tenue du dernier congrès, membre de la majorité républicaine pour l'émergence sociale. J'ai donc, le 6 décembre dernier, décidé, d'abord à titre personnel, de quitter cette majorité. Une position qui, à mon sens, reste cohérente par rapport à la position que j'avais prise en 2009, de ne pas soutenir Ali Bongo Ondimba, d'une part, et d'autre part, de ne pas me présenter à l'élection présidentielle simplement pour avoir suffisamment de recul. Et également conforme à la décision que le parti avait prise à l'époque, vous vous souviendrez, lorsque nous avons organisé notre congrès ordinaire en août 2009, avant l'élection anticipée, et au cours duquel congrès, les congressistes avaient décidé de ne soutenir aucun candidat et de laisser les militants voter le candidat de leur choix en toute âme et conscience. Donc, en décidant le 6 décembre dernier de ne plus me reconnaître dans la majorité républicaine pour l'émergence sociale, ceci était conforme par rapport à la position personnelle que j'avais prise depuis 2009. Ensuite, le parti a organisé le 5e congrès, le 20 décembre dernier, au cours duquel congrès, les congressistes, une fois de plus, ont pris une position claire, c'est-à-dire quitter la majorité et rejoindre l'opposition. L'opposition, bien entendu, vous le savez, l'opposition a plusieurs regroupements, vous les avez cités. Pour ma part, j'ai préféré, et le parti a suivi cette orientation, nous ranger du côté des Gabonais qui luttent réellement pour que nous puissions promouvoir dans ce pays une véritable alternance qui n'a jamais eu lieu depuis près de 50 ans. Et je suis convaincu, pour ma part, que c'est cette alternance qui va constituer le gage d'un véritable développement dans notre pays. On peut difficilement comprendre que pendant près de 50 ans, il n'y ait jamais eu d'alternance. Dans toutes les démocraties, la souveraineté du peuple permet, chaque fois qu'il y a une élection majeure, comme une élection présidentielle, permet de choisir les dirigeants que l'on veut voir assumer la plus haute charge dans un pays. Ceci ne s'est jamais produit au Gabon. Je pense que les Gabonais devraient s'interroger pour dire pourquoi ça ne s'est jamais produit. Je suis convaincu qu'il y aurait eu cette alternance régulièrement. Les Gabonais auraient eu à sanctionner nos dirigeants par rapport aux résultats de leur magistère. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais produit. C'est pour cela que nous nous battons au niveau du front avec ceux qui réellement veulent promouvoir l'alternance dans ce pays. Nous avons préféré nous ranger, et le parti et moi-même, du côté de ceux-là. Il y a d'autres groupements. L'UFA, qui est né, comme vous le savez, à la suite de la scission au niveau de l'UFC. Donc il y a encore l'UFA, qui n'a pas rejoint le front, qui, je suppose, lutte également pour l'alternance dans notre pays. Mais je préférais rejoindre le front pour l'alternance, le front de l'opposition pour l'alternance, pour la simple raison que je me reconnais davantage dans ce regroupement. Avec nous et avec ceux qui ont composé ce front, qui sont des hommes de qualité, des hommes de conviction, des hommes déterminés, je me reconnais davantage dans ce front et je suis convaincu que je pourrais davantage, et je pense avoir commencé à le faire, m'exprimer dans ce regroupement que dans tout autre regroupement. Et avec moi, bien entendu, les militants de l'Alliance démocratique et républicaine. On va dire que c'est votre vérité, mais au soir du 6 décembre 2014 dernier, il y a eu des commentaires sur votre démission. On a dit que vos affaires ne marchaient plus bien, que vous avez faim.
que vous êtes frustré lorsque vous terminez une déclaration comme celle du 6 décembre 2014 dernier et que vous avez en face de vous ce genre de commentaires, quelle a été votre réaction? J'écarte déjà l'assertion qui concerne le fait que je suis revenu aux affaires parce que j'ai faim. Ce n'est pas la première fois que j'adopte cette posture. Pour ceux qui ont suivi et suivent un peu mon parcours, savent très bien que lorsque, en 1990, il y a eu la conférence nationale, j'ai quitté le PDG, parti État. Ce n'était pas le PDG du multipartisme. J'ai quitté le PDG et j'ai préféré pendant 3 ans rester pratiquement reclus. Ce n'est qu'en 1993 que j'ai accepté, avec d'autres, de créer un parti politique. Donc ce n'est pas la première fois que j'adopte cette posture. Donc dire que c'est parce que j'ai faim, je pense que ceux-là ne me connaissent pas, ceux qui avancent ce genre d'assertion, tout simplement parce que j'ai appris à m'exercer au contentement. Lorsque j'exerce une fonction, cette fonction m'apporte effectivement des avantages indéniables, mais lorsque je quitte cette fonction, j'ai appris à me contenter de ce que je peux avoir pour continuer à vivre le plus décemment possible. C'est ce que j'ai fait entre 90 et 97. C'est ce que j'ai fait entre 2009 et 2014. Avant que je ne revienne aux affaires, et encore, je reviens aux affaires, non pas pour bénéficier d'une fonction quelconque, je reviens aux affaires pour mener un combat. La deuxième chose, c'est que il faut quand même ne pas réduire les hommes politiques qui prennent certaines postures au simple fait qu'ils peuvent avoir des frustrations. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit le cas. Tout simplement parce que j'étais vice-président de la République auprès de Feu Omar Bongo Ondimba pendant 12 ans. J'ai accompagné Madame le Président du Sénat, Rose Robombe, pendant la période de transition, qui a duré 3 mois. Si j'avais voulu d'un poste quelconque, je pense que la meilleure position n'aurait pas été celle de tourner le dos à Ali Bongo Ondimba en ne le soutenant pas à l'élection présidentielle. En fait, je crois qu'il faut se résoudre à comprendre que ceci, quand on adopte des positions comme ça, c'est sur la base des convictions, sur la base essentiellement de convictions. Je n'ai aucune frustration. Depuis lors, je n'ai rien demandé et je ne demande rien du tout. Si j'ai pris la position, adopté la position que j'ai adoptée, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est sur la base du constat que je fais de la situation grave que vit le Gabon aujourd'hui. Une situation qui nous plonge chaque jour dans des difficultés que vivent les Gabonais dans leur vie quotidienne, que ce soit au plan économique, au plan social, que ce soit même au plan culturel. Et c'est cette situation qui m'a interpellé et pour laquelle j'entends apporter ma petite contribution pour essayer de trouver une solution à cette situation. Et la solution pour moi ne passe que par l'avènement de l'alternance dans ce pays. C'est pour ce combat que je me suis engagé. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui par rapport à votre choix quand on voit ce qui s'est passé hier au domicile de Jean Ping et de Pierre Amogemba, où l'on instrumentalise des jeunes pour aller attenter à leur vie? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous vous dites? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit depuis la nuit que j'ai peut-être fait le mauvais choix? Non, pas du tout. Je voudrais revenir un peu sur une question que vous avez posée, un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est celle de croire aussi que je suis revenu aux affaires politiques, disons-le, tout simplement parce que j'ai peut-être échoué dans les affaires. D'abord, je n'ai jamais eu l'âme d'un homme d'affaires. J'ai essayé de lancer un projet en 2009 de culture du riz.
Tout simplement là aussi parce que j'ai eu à constater qu'au Gabon, on consomme plus de 70 000 tonnes de riz par an et que toute cette quantité de riz est importée, intégralement importée. Et bien entendu, ça fait des sorties de devises pour notre pays. Donc j'ai voulu simplement essayer de contribuer à la réduction de cette dépendance par rapport à l'extérieur en essayant de produire du riz local. Et c'est ce à quoi je me suis efforcé. Je me suis employé pendant pratiquement 5 ans en créant une ferme à Mouila. Et pour ceux qui ont pris la peine d'aller regarder cela, ils peuvent se rendre compte que j'avais effectivement réussi à produire du riz au Gabon. Et je crois du bon riz. Bien évidemment, j'ai été confronté à divers écueils. Le premier, c'est que, bon, on m'a conseillé de faire du riz pluvial, donc il ne pousse qu'avec l'apport des eaux de pluie. Malheureusement, ce protocole culturel ne permet pas d'avoir des rendements suffisants pour rentabiliser l'exploitation. Les autres écueils, c'est que bon, nous ne sommes pas au Gabon dans un environnement qui permet facilement de réaliser cette culture du riz, un environnement technique qui n'existe pas, un environnement scientifique qui n'existe pas, un environnement financier qui n'existe pas, et aucun environnement d'accompagnement. J'ai dû faire tout cela tout seul, avec l'assistance d'un organisme qui est basé au Bénin, Africa Rice, mais bien entendu sur fonds propres. À un moment donné, on s'essouffle, et comme malheureusement, depuis toujours, je ne dis pas que ça date de 2009, il n'y a jamais eu au Gabon une véritable politique agricole d'accompagnement de toutes les initiatives en cette matière et dans ce domaine-là. J'ai dû, au mois de juin dernier, mettre en veilleuse cette ferme pour espérer avoir à un moment donné un autre environnement et la possibilité de changer également le mode culturel pour revenir au riz irrigué que tout le monde pratique à travers l'Afrique comme dans les pays asiatiques. Donc ceci pour dire que là aussi, ça m'a appris dans ce domaine-là qu'on pouvait faire du riz au Gabon. Il suffisait que, bon, comme dans tous les pays du monde où l'agriculture est subventionnée, que l'État fasse un effort pour accompagner ce genre d'initiative. Donc ce n'est pas une perte de temps, je dirais même, bon, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai quand même beaucoup appris et je pense que ça peut servir à notre pays un jour. Maintenant, pour en revenir à ce qui se passe depuis que je suis au front, effectivement, nous observons que nous sommes, je l'ai dit, le 6 décembre dernier, dans un pays qui pose problème au niveau politique. Dans tous les pays de démocratie, il y a un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Et quand il y a véritablement la démocratie, l'opposition qui s'oppose, bien entendu, a la faculté de critiquer ce que le pouvoir en place mène comme politique et pose comme action. Malheureusement, dans notre pays, vous observez qu'il n'y a aucune possibilité à l'heure actuelle d'expression de l'opposition, que ce soit au niveau des médias, tous les médias d'État nous sont interdits, que ce soit au niveau des espaces publics pour aller à la rencontre des populations, ces espaces nous sont interdits. Et que dire encore, même au niveau de l'application simple des lois. Donc l'opposition est pratiquement muselée dans notre pays. Il y a là un problème politique grave. Parce que c'est ce qui permet dans les démocraties qui sont dignes de ce nom au peuple de respirer. Une partie respire à travers l'accompagnement qu'elle fait au niveau du pouvoir qui gouverne, parce que attelée à ce pouvoir, partageant les idées du pouvoir qui est en place, et une partie respire parce qu'elle a la possibilité d'exprimer ses idées, ses opinions, à travers, bien entendu, les partis qui s'opposent. Aujourd'hui, cette partie de notre population
est dans l'impossibilité de s'exprimer. Et il y a là un grave danger sur le plan politique. Dans l'incapacité de s'exprimer, tout simplement, comme je le disais, parce que l'opposition est muselée. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre des populations, nous exprimer clairement devant les populations, donner notre sentiment par rapport à la marche du pays, sur tous les sujets de la vie de la nation, qu'ils soient à caractère politique, que ce soit à caractère économique, à caractère social, à caractère culturel, ceci nous est interdit. Heureusement qu'il y a, malheureusement, dans un espace très réduit, des médias comme le vôtre, qui nous permettent régulièrement de faire passer quelques messages, que ce soit vous ou d'autres quelques médias écrits. Donc, je dis, il y a un problème à ce niveau-là. L'autre problème, c'est que la réalité dans notre pays, c'est que, au travers de ce comportement qu'on observe de la part du pouvoir, je l'ai dit, c'est un pouvoir qui est là depuis près de 50 ans, qui s'est transmis de père en fils. Le père nous a gérés pendant 42 ans, aujourd'hui c'est le fils. J'ai l'impression personnellement, et c'est l'impression que nous avons au niveau du front, je dirais même que c'est l'avis que nous émettons, c'est que nous avons l'impression qu'il y a comme l'obsession au niveau de ce pouvoir qui perdure, l'obsession simplement d'assurer la conservation de ce pouvoir dans la vie de la nation, au niveau de son expression politique, au niveau de son comportement politique. Nous avons l'impression que ce pouvoir n'a qu'une obsession, conserver le pouvoir. Et c'est ce qui, au bout d'autant d'années, autant de décennies, finit par donner des comportements que nous observons, c'est-à-dire une dérive progressive vers ce qui s'apparente chaque jour davantage à une véritable dictature. Et cette dérive fait que lorsqu'on a une pensée différente, une opinion différente, une vision différente, qui nous est d'ailleurs interdit à la limite d'exprimer, mais vous êtes tout de suite, non pas un adversaire politique, mais vous êtes un ennemi. Vous devenez un ennemi parce que vous voulez attenter à cette obsession de la conservation du pouvoir. Vous voulez attenter à cette obsession de la conservation du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, vous devenez un ennemi. Bien entendu, il y a une différence, vous le savez très bien, entre un adversaire politique et un ennemi politique. Et à partir de ce moment-là, je dirais que les comportements peuvent aller jusqu'à ce que nous observons aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous observons aujourd'hui. Ça veut dire que vous prenez l'exemple de la manifestation que nous avons voulu organiser à Rio le 20 décembre. On a déployé des forces de sécurité et de défense hors de proportion, jusqu'aux forces de deuxième et de troisième catégorie, pour soi-disant interdire un meeting. Et lorsque nous nous sommes présentés, on ne nous a même pas fait de sommation, on n'a même pas demandé ce que nous venions faire là, à 30 mètres de l'escadron qui était là. La seule réaction des forces de sécurité, c'était de nous tirer dessus, avec des grenades lacrymogènes, avec des balles réelles pour ceux qui, malheureusement, ont été exposés à ces tirs. Il y a eu des blessés, il y a eu un mort, et nous avons la conviction que ce mort, ce sont les forces de sécurité qui ont tué Mboulou Beka. C'est notre conviction. Et c'est pour cela que nous avons exigé une enquête internationale indépendante pour établir la véracité des faits qui se sont déroulés le 20 décembre dernier. Pourquoi une telle violence d'État? Pourquoi une telle violence d'État? Alors que
Quelques semaines auparavant, nous avions organisé, le Front, dis-je, un meeting à Port-Gentil, qui a été autorisé. Il ne s'est rien passé de grave. Pourquoi à Libreville, à Rio, y a-t-il eu ces dérives? Pourquoi aujourd'hui, les quelques malfrats qui ont été, les quelques nervis qui ont été arrêtés par l'entourage du président Ping ont avoué qu'ils ont été appelés à aller à une manifestation du PDG. On les a pris à travers tous les quartiers de Libreville. Et in fine, pour se retrouver devant le domicile du président Ping et faire ce que vous avez pu constater, avec l'intention manifeste, parce que nous n'écartons plus l'hypothèse, d'attenter à la vie du président Ping. Et ils se sont déportés, comme vous l'avez mentionné, au domicile de Pierre Amouremba. Là encore, je ne sais pas si ce sont leurs mentors qui leur ont demandé de surseoir. Je suis obligé d'utiliser ce terme. Mais ils auraient pu commettre la même forfaiture. Et personne d'entre nous n'est à l'abri de ce genre de dérive. Nous avons même la conviction qu'un plan d'élimination des principaux leaders du front est en marche. Je pèse mes mots. Tout ça tout simplement parce qu'il y a cette obsession de conservation du pouvoir. Et l'on va même jusqu'à instrumentaliser toutes les institutions de la République, à les mettre aux ordres pour le même objectif, la conservation du pouvoir. Rien que la conservation du pouvoir pour le pouvoir. Parce que, à côté de cela, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Une crise, à la limite, qui ne s'est jamais produite dans notre pays. Tous les secteurs sont pratiquement bloqués. Le secteur public, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le secteur privé, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tous les secteurs sociaux, avec toutes les pénuries qu'on observe, le pays est bloqué. Rien ne marche. Ça aussi, c'est l'opposition. Alors que pendant le même temps, en 5 ans, le pouvoir en place a eu plus de moyens qu'en 10 ans avant qu'il ne prenne le pouvoir. Entre 2000 et 2008, le Gabon a eu à peu près aux alentours de 1260 milliards de francs CFA par an, avec un total de l'ordre de 11 milliards 300 et quelques, 11 000 milliards de francs CFA, de 2000 à 2008. Entre 2009 et 2014, le pouvoir en place a eu pratiquement le même montant, 11 900 milliards de francs CFA, avec une moyenne annuelle de l'ordre de 2300 milliards par an, c'est-à-dire le double de ce qu'on avait eu pratiquement en 10 ans entre 2000 et 2008. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? C'est le résultat que nous observons là. À côté de ça, malgré cette manne de ressources propres de notre pays, on a encore emprunté chaque année pratiquement pour près de 400 et quelques milliards. Pendant le même temps, je voudrais savoir, au niveau de fonds de souveraineté pour les générations futures, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je crains que ce fonds ne soit vide. Que ce fonds ne soit vide. Parce que ce fonds aurait pu nous aider
pour les années noires qui viennent là, du fait de la réduction, de la fluctuation des prix du pétrole, de la réduction de notre production de pétrole, du fait de la fluctuation de la parité entre le dollar, devise dans laquelle nous vendons notre pétrole, et le franc CFA, nous allons avoir d'énormes problèmes budgétaires. À partir de cette année, il est pratiquement certain qu'on ne pourra pas mettre en œuvre la loi de finances initiale 2015 parce qu'elle a été bâtie sur des hypothèses qui ne tiennent plus du tout. Je crois que le président devenu Ali Bongo Ondimba l'a reconnu dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Donc ce fonds aurait pu nous aider à passer cette passe difficile. Or, je crains que ce fonds n'existe plus que sur le papier. Et pendant le même temps, on fait des promesses, on fait des promesses, on fait des promesses, on fait des promesses qui ne sont là que pour nourrir les Gabonais d'une illusion, comme je le disais le 6 décembre dernier, une sublime illusion. Parce que ces promesses ne seront jamais tenues. Elles ne seront jamais tenues comme toutes celles qui ont été faites depuis 2009. Je ne dis pas que toutes n'ont pas été réalisées, mais je dirais, sans trop me tromper, qu'il y a au moins les 3/4 qui n'ont pas été réalisées, qui n'ont pas été tenues. Donc il y a là quand même un problème au niveau de la gouvernance de notre pays. Je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai dit le 6 décembre dernier par rapport à la calamiteuse gestion financière de notre pays. Je préfère que vous vous référiez à cette déclaration. Donc il y a un problème réel, grave pour notre pays, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, il y a un problème grave. Et je disais d'ailleurs dans ma déclaration du 6 décembre dernier que pour les syndicats, je crois que c'est une perte de temps, à la limite, que de croire qu'il va y avoir des négociations qui vont aboutir à des résultats qui puissent les satisfaire. C'est une perte de temps. Le vrai combat n'est plus celui-là. Le vrai combat, c'est d'arriver à l'alternance dans ce pays. Une alternance qui posera les vraies bases sur lesquelles le pays doit redémarrer. Au plan politique, au plan économique, au plan social. C'est ça ce sont les vrais enjeux. C'est le vrai combat que tous les Gabonais devraient mener aujourd'hui. Quand vous dites que les négociations ne vont rien donner, j'espère tout simplement que vous n'endoctrinez pas le monde syndical. Bon, je crois quand même que j'ai beaucoup d'estime pour les responsables de tous ces syndicats, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. À titre personnel d'ailleurs, ils peuvent l'attester. Je n'ai aucun contact avec ces responsables pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Mais tout simplement parce que je crois que même, ils n'ont pas besoin d'être endoctrinés. Ils se rendent compte, à travers les négociations qui se déroulent depuis des années, pour ne prendre que l'exemple du forum d'Angongé, demandez-leur qu'est-ce qu'il a donné aujourd'hui. Pendant qu'ils tiennent le forum, avant même qu'ils n'arrivent à exposer les résultats, on oriente les thématiques qui faisaient l'objet du forum d'Angongé vers d'autres, on donne d'autres orientations. Alors, vous comprenez qu'il y a là quand même un problème. La situation du pays est catastrophique en ce qui concerne les libertés, mais il y a aussi une question primordiale, importante, et qui aujourd'hui fait débat dans la classe politique, c'est cette affaire d'acte de naissance, des origines du président Ali Bongo Ondimba. Vous avez quand même été l'un des plus proches collaborateurs du père. C'est vrai que vous n'allez pas nous déballer tout ce que vous savez, mais peut-être déjà nous dire votre pensée dans cette affaire d'origine du président. Écoutez, sincèrement, je croyais que vous n'auriez jamais à me poser cette question. Parce que depuis qu'elle a été posée en 2009 par Luc Bengonossi, et même avant que je ne fasse ma déclaration le 6 décembre dernier par un certain nombre de leaders de l'opposition qui ont porté plainte
pour faux et usage de faux, je pensais que cette question serait tranchée. Je pensais également qu'à défaut qu'elle soit tranchée, qu'elle ne puisse être tranchée par la justice, elle aurait été tranchée plus facilement par l'intéressé, c'est-à-dire M. Ali Bongo Ondimba. Cette question, effectivement, renvoie à deux questions. La première, c'est que, en tant que citoyen d'un pays, comme lui, qui a fait passer son enfance au Gabon, qui a fait un parcours scolaire au Gabon, avec un parcours universitaire, semble-t-il, à l'extérieur. Tout au long de ce parcours, son enfance, à l'école primaire, au lycée enfant, dans les universités de France, semble-t-il, en toute logique, en tant que citoyen d'un pays, tout au long de ce parcours, on vous exige un acte d'état civil qui précise où vous êtes né, quand vous êtes né, de qui vous êtes descendant. Dans tout ce parcours, il est quand même singulier que tout au long de ce parcours, on ait pu retrouver quelque part la trace de ce document essentiel dans la vie d'un individu, semble-t-il. Et que c'est en 2009, au moment où on doit constituer, où M. Ali Bongo doit constituer son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée de la même année, qu'il juge utile d'établir un acte de naissance par transcription de ce que j'ai cru entendre. Et il est désormais apparemment prouvé qu'il s'agit d'un faux. Puisque lui-même il a redit sur les Puisque antennes lui-même il l'a dit sur les antennes de RFI, je crois que c'était dimanche matin. Quid du vrai acte de naissance qui a jalonné tout ce parcours? S'il est né, comme dit-on, à Brazzaville, de M. Albert Bernard Bongo et de Mme Joséphine Kama, normalement, et ça a été déjà dit plusieurs fois, on devrait retrouver, puisqu'on n'était pas encore indépendant, ni le Gabon, ni le Congo, trace de cet acte de naissance en Nantes, qui centralisait le fichier d'état civil de tous les citoyens, enfin les citoyens de l'Afrique centrale. Or, il semble qu'il n'y ait jamais eu trace de cet acte de naissance à Nantes. Donc voilà quelqu'un qui, tout au long de ce parcours, et y compris en ayant eu des mandats électifs sans discontinuer à Bongoville, député en 1990, en 1997 ou 96, en 2001, en 2006, député pendant toutes ces mandatures. Il n'y a aucune trace de cet acte de naissance. Ceci pour ce qui concerne l'état civil de tout citoyen d'un pays. Il y a là un problème. Maintenant, M. Ali Bongo Ondimba, candidat à l'élection présidentielle de 2009, inclut dans son dossier de candidature ce faux acte de naissance qui porte comme nom M. Ali Bongo Ondimba, fils de
Ella Omar Bongo Ondimba et de Joséphine Kama. Acte de naissance. S'il y a eu transcription, où est l'acte de naissance qui a permis de transcrire cela? Mieux encore, si c'est une transcription, ce n'est pas un acte de naissance qu'on aurait dû établir. C'est injustement supplétif rectificatif. J'ai les mêmes pièces, moi, qui auraient dû être établies non pas par le maire du 3e arrondissement, mais par un préfet. Ou alors, à tout le moins, au tribunal. Ceci n'a pas été fait. Mieux encore, logiquement, même s'agissant d'un acte de naissance, de transcription, un acte de naissance par transcription, la loi dit que c'est normalement à la mairie du 1er arrondissement. Pourquoi aller à la mairie du 3e arrondissement? Collusion avec la parenthèse. Mais le vrai problème, quel est-il? C'est que nous avons une constitution dont il est censé être le garant. En tant que président de la République, l'institution président de la République est la clé de voûte de toutes les institutions d'un pays, d'une république, digne de ce nom. Et cette constitution stipule en son article 10, alinéa 4, si les Gabonais de naissance, en ce moment-là, il présente l'acte, et cet article 10 ne peut pas lui être opposable. S'il n'est pas gabonais de naissance, ça veut dire qu'il a été naturalisé par adoption ou simplement en tant qu'homme majeur, il demande la nationalité gabonaise. Et en ce moment-là, l'article 10 lui est opposable. Parce que cet article 10 dit que tout Gabonais qui n'est pas Gabonais d'origine ne peut pas prétendre à la charge de président de la République, sauf à partir de ses descendants de la 4e génération. C'est aussi clair que ça. Donc ça veut dire simplement que s'il ne nous prouve pas qu'il est Gabonais de naissance, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être président de la République, qu'il est devenu président, je ne parle même pas d'élection, qu'il est devenu président sur la base de faux et usage de faux. C'est puni par la loi. Il s'agit du problème de sa légalité en tant que président de la République. Et c'est extrêmement grave que depuis qu'on en parle, depuis 2009, cette question est devenue prégnante dans la vie politique de notre pays, jusqu'à être révélée par des journalistes d'investigation, Pierre Péan. C'est maintenant connu du monde entier, et nous voilà avec un président, comme disait quelqu'un, comme une espèce d'ovni, objet volant non identifié. Je crois que nos compatriotes qui nous entendent parler de ça n'ont pas une idée exacte de la gravité de cette question. Il y va de la dignité d'un pays. Il y va de la régularité des actes que pose un président de la République, tant au plan intérieur qu'au plan extérieur. S'il est prouvé qu'il n'avait pas le droit d'être président de la République gabonaise, quid de tous les actes qu'il a posés depuis? Alors, un homme responsable à ce niveau-là des charges dans un pays digne de ce nom, M. Ali Bongo Ondimba,
devrait, s'il a de l'amour pour ce pays, de l'amour pour ses concitoyens, de l'estime pour ce pays et de ses concitoyens, et je dirais même de l'estime qu'il peut avoir vis-à-vis de ses pairs, nous enlever cette épine du pied et nous restituer ce que nous pouvons avoir de dignité. Parce que quand nous allons à l'extérieur, pour ma part, j'ai honte quand on me pose cette question. Il est facile de nous présenter l'acte de naissance. S'il n'est pas gabonais de naissance, il est facile de nous présenter les actes d'adoption, s'il a été adopté, ou les actes de naturalisation, s'il a demandé, comme son directeur de cabinet, la nationalité gabonaise. C'est une question extrêmement importante. Et on se souvient, une question extrêmement importante, on se souvient quand même que la justice gabonaise a débouté le fond sur sa plainte. Et lorsque le président de la République déclare lui-même que ces actes présentés au public sont des faux, est-ce que le président Ali ne met pas la justice gabonaise devant son incapacité à pouvoir régler cette question? La question que vous posez renvoie à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que nous voyons là le degré d'instrumentalisation de nos institutions. Cette question a été posée par Bengonsi en 2009, sur la base d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle, qui n'avait d'ailleurs pas à connaître de cette plainte, puisqu'elle n'a pas compétence. Et qui n'a pas jugé sur le fond, mais a quand même pris la peine de juger sur la forme, alors que ce n'était même pas de sa compétence. Les plaintes qui ont été récemment déposées auprès du tribunal de première instance de Libreville par un certain nombre de leaders. Et il y a eu même une plainte déposée par Mokani Ouangou auprès de la Haute Cour de justice, que le Parlement devait normalement convoquer pour statuer sur cette plainte. Mettons de côté celle-là. Mais les plaintes qui ont été déposées pour faux et usage de faux auprès du tribunal de première instance de Libreville, là encore, la justice n'a pas jugé au fond, s'est contentée de juger sur la forme pour balayer, à la limite du revers de la main, l'ensemble de ces plaintes. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, manifestement, à nouveau, il y a instrumentalisation de la justice ou auto-instrumentalisation de la justice. Mais, Monsieur le Président, vous pouvez quand même aussi nous donner une exclusivité. Vous avez été à l'oreille du président Omar Bongo, vous avez... Est-ce que vraiment Ali est le fils d'Omar et de Joséphine Kama? Non, je ne me permettrai pas de dire n'importe quoi à ce sujet. J'avais une certaine proximité, effectivement, avec le président Omar Bongo Ondimba, mais pas sur des questions qui touchaient l'intimité de sa famille. Ce sont des questions à caractère strictement privé. Même si j'entends des rumeurs ici et là, je ne me suis jamais permis, par décence, de lui poser ce genre de questions. Donc je n'ai aucune information à ce sujet. Mais ce que je regrette, c'est que apparemment il y ait un problème à ce sujet. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter des marches qu'on organise ici et là pour apporter la preuve de je ne sais quoi. Nous ne pouvons pas nous contenter des témoignages orchestrés ici et là pour apporter la preuve de je ne sais quoi, alors que le problème est simple. D'aucuns l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Barack Obama a été confronté au même problème aux États-Unis, président de la première puissance du monde. Il a eu l'humilité, par respect pour son pays et pour son peuple, d'apporter la preuve qu'il était né aux États-Unis. Et le débat a été clos.
Pourquoi pas chez nous? Et ce qui est bizarre, c'est que d'aucuns s'agitent autour de ce problème-là. Et la seule et unique fois que je l'ai entendu répondre à ce questionnement-là, c'est dimanche matin. Et pour balayer, à la limite, du revers de la main, la question à lui posée par le journaliste Alain Focard. J'allais dire Jacques Focard. Je sais plus son parent quelque part. Mais, quelle que soit l'issue, on a l'impression qu'on se fraude. On est face à un mur. Le président refuse les tests ADN. Visiblement, il n'y a pas d'acte de naissance qui traînerait quelque part à Bongoville ou à Nantes. Quelle va être la suite que les hommes politiques de l'opposition vont donner à cette affaire? Les hommes politiques de l'opposition ont déjà beaucoup dit à ce sujet. Aujourd'hui, je crois que le problème revient au peuple gabonais. Où il se contente d'un président qui s'accommode de ce genre d'incongruité, quitte à être dans une imposture difficilement gérable, quitte à être dans même le parjure, parce qu'il a prêté serment, lui-même s'il s'en accommode, qu'à cela ne tienne. Mais que le peuple gabonais s'en accommode, il lui revient de se prononcer. Le peuple gabonais a à se prononcer sur cette question centrale, parce qu'il y va de la mandature actuelle du président de la République, mais ça nous projette aux prochaines mandatures. Est-ce que M. Ali Bongo Ondimba, s'il n'arrive pas à trancher cette question maintenant, et que nous allions jusqu'en 2016 avec ce boulet-là, est-ce que nous allons accepter à nouveau qu'en 2016, dans son dossier de candidature, figurent encore les faux que lui-même reconnaît? C'est au peuple gabonais de trancher. Il y a un problème au niveau de la République, c'est vrai, puisqu'on a commencé par l'euro pour maintenant terminer dans votre formation politique. Aujourd'hui, l'ADER, il y a combien d'ADER finalement? Il y a un seul parti qui se dénomme l'Alliance démocratique et républicaine, ADER, qui venait de tenir son congrès le 20 décembre dernier, congrès statutaire. Il ne peut y avoir de congrès qui se tienne sans qu'il ait été convoqué par le président du parti. À la mort du président Dieudonné Tambo, un président intérimaire a été chargé par le Conseil national de présider aux destinées du parti, en la personne de Joachim Boussamba, qui, lui, en tant que président intérimaire, est statutairement à convoquer le congrès, le 5e congrès du parti, le 19 et 20 décembre dernier. Et c'est ce congrès-là, qui est le congrès du parti, qui a bien entendu dans son ordre du jour, lui a désigné les nouveaux responsables du parti au niveau de la direction nationale, comme au niveau du conseil politique. Donc c'est ce congrès-là qui pour nous est le congrès du parti. Maintenant, il s'est tenu une réunion à Port-Gentil par quelques militants, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, qui avaient pratiquement abandonné le parti depuis des années. Mais tout ceci vient de quoi? Tout ceci vient simplement du fait que depuis 2009, et peut-être même bien avant, le pouvoir en place n'a cherché qu'à réduire, pour ne pas dire liquider l'ADER, pour des raisons que lui seul sait. En instrumentalisant là aussi quelques militants, pour les raisons et les desseins que seuls connaissent. Et ce sont ceux-là qui ont nourri dans le parti depuis 2009 un climat délétère qui a empoisonné le parti pendant de nombreuses années.
Le dernier congrès ordinaire du parti, qui s'est tenu les 19 et 20 décembre, a pris des décisions qui m'apparaissent comme des décisions sages, courageuses, en décidant d'exclure du parti tous ceux-là qui ont organisé ce pseudo-congrès à Port-Gentil. Ces décisions sont actuellement mises en œuvre par la nouvelle direction du parti. Aujourd'hui, l'ADER, c'est vous le président. Les militants, lors du dernier congrès, m'ont fait encore l'honneur de me confier, bien entendu, les rênes du parti. Eux seuls savent pourquoi. Est-ce que finalement, les problèmes de l'ADER ne viennent pas parce que c'est vous la tête aujourd'hui? Je voudrais me risquer à vous donner raison. Non pas par rapport aux militants, mais peut-être par rapport à ceux qui ont toujours voulu s'aborder, liquider le parti. Et vos missions? Parce que je crois qu'en s'attaquant à l'ADER, politiquement, ils entendaient par là réduire Divongui politiquement. Je crois que c'est ça la vraie raison. Et vos missions en tant que président? Ma mission en tant que président élu, c'est d'abord de ramener la sérénité au niveau du parti pour les militants qui restent, des militants engagés, des militants déterminés et fidèles. Il faut ramener la sérénité, il faut qu'on se remette au travail. Le travail, comme tout parti politique, c'est d'abord, bien entendu, de se redéployer sur le terrain, ce que nous n'avons pas fait depuis de nombreuses années. Nous avons beaucoup perdu sur le terrain. Les résultats, d'ailleurs, malgré les élections telles qu'elles sont organisées dans notre pays, les résultats sont, bien entendu, à l'image non seulement de l'implantation du parti sur le terrain, mais également à l'image de la façon dont les élections sont organisées dans notre pays. Vous avez participé auprès de vos pairs du front à une marche, on va parler cette fois-ci actualité à l'international, avec ce combat contre l'obscurantisme, l'attentisme, le terrorisme et parfois même ce combat qui veut systématiquement un monde libre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression dans notre pays, qu'on le veuille ou pas, que cette politique est mise sur pied parce qu'on a vu notre président défiler aux côtés des hommes qui combattent pour cette liberté d'expression aujourd'hui? Vous savez, je crois que ce qu'il peut y avoir de dignité pour un homme politique, c'est d'essayer de conjuguer ses convictions avec ses actes. Je voudrais m'arrêter par là par rapport à la participation de M. Ali Bongo à la marche qu'il y a eu en France. Maintenant, pour notre part, nous avons effectivement fait une marche pour aller souligner notre solidarité par rapport aux familles qui ont été touchées par ce crime odieux, également par rapport au peuple français. Nous avons voulu dire la pensée particulière que nous avions pour ces familles, pour le peuple français, pour la France tout entière. Et dire aussi que nous étions solidaires avec l'organe de presse qui a été ainsi réduite pratiquement à néant avec l'assassinat de pratiquement tous les journalistes de Charlie Hebdo. Dire notre solidarité, dire que c'est un attentat à des libertés fondamentales, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Dire que c'est un attentat à des libertés qui sont au cœur de la démocratie, des libertés qui sont au cœur des valeurs républicaines. Nous avons voulu le dire à l'endroit du peuple français et leur dire également que nous avons salué le courage, la détermination, le sang-froid et la solidarité exprimée par le peuple français face à cette tragédie, exprimée par la communauté internationale dans ses diverses composantes, pour ceux qui ont pu participer à cette marche en France, et à travers la France tout entière et à travers même le monde.
C'est-à-dire que nous étions pour la sauvegarde impérative de ces libertés. Je l'ai dit tout à l'heure. Au Gabon, toutes ces libertés sont muselées. Toutes ces libertés sont muselées, même si de temps en temps on donne l'impression que nous savons très bien quel est, disons, le degré d'impartialité du Conseil national de la communication. Monsieur le Président, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet entretien. 5 minutes ou 2 ou 1, ça dépendra de votre force de parole et de votre rhétorique pour conclure cet entretien. Donc, je voudrais simplement vous remercier d'avoir, comme je le disais, fait ce déplacement de Vendo. Nous avons abordé, et vous avez abordé plus exactement, des sujets qui me paraissent importants, tant au niveau de mon parti qu'au niveau de la vie de la nation, et singulièrement au niveau de l'engagement qui est le mien, qui est celui de beaucoup de Gabonaises et de Gabonais par rapport à cette problématique de l'alternance dans notre pays. Je pense que les Gabonais de plus en plus, pour ne pas dire dans leur large majorité, sont convaincus que l'amélioration de la gouvernance de notre pays passe par cette alternance. Nous devons tous mener ce combat-là. Et pour ma part, j'ai bon espoir que les Gabonais sont en ordre de marche pour remporter cette victoire de l'alternance dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On espère, pourquoi pas, vous avoir encore et encore sur notre chaîne de télévision pour édifier de plus en plus les téléspectateurs et les populations gabonaises sur les thématiques de l'évolution socio-politique de notre pays. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre, à écouter notre invité dans cet entretien. Plus, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions. Au revoir. Merci beaucoup.